Vous écoutez On lit pour vous. Voiture électrique. Comment optimiser au maximum le coût de recharge? Un texte d'Adrien paru le 20 octobre 2025 dans technosciences.net. L'efficacité des voitures électriques est maximale lorsqu'elles sont partagées et rechargées intelligemment. Pour y parvenir, il est essentiel de disposer d'informations en temps réel sur les prix de l'électricité et les émissions de CO2. C'est ce que démontre une étude de l'AMPA et de l'Université de Genève, UNIGE, fondée sur des données exhaustives issues du covoiturage et publiée dans Environmental Science and Technology. La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport de personnes passe par davantage de véhicules électriques et moins de voitures en circulation. Le covoiturage représente ici un fort potentiel. Mais toutes les recharges ne se valent pas. Selon l'heure de la journée, le mix électrique, et donc les émissions de CO2 associées à la production de l'électricité, ainsi que les prix de l'électricité varient. En analysant les données d'environ 1,5 million d'utilisateurs et utilisatrices de Mobility, les scientifiques de l'AMPA et de l'UNIGE ont étudié la recharge des voitures électriques en fonction des émissions induites. La plupart des gens en Suisse, pays de l'étude, ne connaissent ni le prix réel de l'électricité ni les émissions de CO2 associées au moment de la recharge. Leurs résultats montrent qu'il est rarement possible de bénéficier à la fois de prix bas et d'émissions réduites. Sur l'année, optimiser uniquement les coûts permet une économie moyenne de 21%, mais engendre une multiplication par 5 des émissions de CO2. Inversement, une recharge climatiquement optimale réduit les émissions jusqu'à 82%, mais augmente les coûts de près de 27%. L'un des principaux défis consiste à concilier objectifs de coût et objectifs climatiques. Idéalement, recharger de manière respectueuse de l'environnement devrait aussi être financièrement attractif, explique Sven Eggeman, chercheur à l'AMPA et auteur de l'étude. La nécessité de tarifs dynamiques et d'informations en temps réel. Les calculs de l'étude reposent sur des prix de l'électricité qui varient d'heure en heure. Mais si seules des grilles tarifaires simplifiées, distinguant simplement le jour et la nuit, sont mises en place, la recharge intelligente devient difficile à appliquer. La plupart des gens en Suisse ne connaissent ni le prix réel de l'électricité ni les émissions de CO2 associées au moment de la recharge, souligne Elliot Romano, chercheur à l'AMPA et collaborateur scientifique à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UNIGE. Pour permettre des stratégies de recharge respectueuses du climat ou optimisant les coûts, les utilisateurs et utilisatrices ont besoin d'informations en temps réel, idéalement accessibles via des compteurs intelligents. Pour que la recharge pendant les périodes à faibles émissions devienne économiquement intéressante, des incitations adaptées sont également nécessaires, comme des tarifs d'électricité indexés sur l'intensité carbone. Les simulations menées à l'AMPA montrent qu'avec un prix dynamique du CO2 d'environ 30 centimes par kilogramme équivalent tant de CO2 en moyenne, soit une taxe de 72 centimes par 100 kg ou environ 100 CHF par an pour un véhicule standard en Suisse, il devient possible de concilier recharge respectueuse du climat et optimisation des coûts, mais uniquement si les tarifs reflètent réellement les émissions liées à la consommation électrique. Idéalement, la recharge devrait reposer sur des démarches volontaires, soutenues par des incitations, précise Elliot Romano. Cela peut prendre la forme de tarifs préférentiels ou de places de stationnement réservées aux périodes à faibles émissions. À défaut, l'accès à la recharge pourrait être restreint, ou les comportements peu flexibles soumis à des frais supplémentaires. Utilisation plus fréquente pendant la journée, mais une solution respectueuse de l'environnement.
Les véhicules partagés sont utilisés plus fréquemment et surtout en journée. Ils nécessitent donc davantage de recharge pendant la nuit, une période où le mix électrique est souvent moins favorable sur le plan climatique. Pourtant, selon Sven Eggimann, les émissions et les coûts globaux de leur recharge ne diffèrent que légèrement de ceux des véhicules privés. Les voitures partagées sont plus intensivement sollicitées, mais grâce à de courtes pauses de recharge et à l'essor des infrastructures de recharge rapide, il reste suffisamment de possibilités pour privilégier des périodes à faibles émissions. Le covoiturage offre, lui, une perspective encore plus prometteuse, une réduction substantielle du parc automobile. Avec 25% de voitures en moins dans les villes suisses, la pression sur l'approvisionnement électrique hivernal pourrait être sensiblement allégée. Le covoiturage demande globalement moins d'énergie, puisqu'il y a moins de véhicules en circulation, précise Elliot Romano. Même si le nombre total de kilomètres parcourus chaque année reste comparable à celui des voitures privées, une part croissante des déplacements s'effectue via d'autres modes de transport en complément des véhicules partagés. Cela contribue à soulager le système énergétique dans son ensemble. Le défi structurel de l'hiver. Pour réussir une transition durable dans le domaine des transports, les véhicules électriques ne peuvent être envisagés indépendamment de l'optimisation de leur recharge. Cela suppose des avancées tant réglementaires que techniques, souligne Sven Eggimann. À long terme, l'objectif est clair: disposer d'une infrastructure de recharge capable de guider automatiquement les utilisateurs et utilisatrices vers des périodes peu coûteuses et à faibles émissions, sans avoir à intervenir en permanence. Si la Suisse mise davantage sur les voitures électriques à l'avenir, le système énergétique devra s'adapter en profondeur. Même avec des temps de recharge optimisés et un parc automobile réduit grâce au covoiturage, la demande supplémentaire d'électricité liée à l'électrification de la mobilité privée restera élevée, avec un déficit hivernal simulé d'environ 1 TWh par mois à l'horizon 2050. Ce déficit saisonnier d'approvisionnement ne pourra pas être comblé uniquement par davantage de batteries ou par un simple décalage des horaires de recharge, prévient Elliot Romano. L'électrification constitue donc seulement une partie de la solution. Celles et ceux qui veulent véritablement agir pour le climat misent aussi sur le covoiturage, les transports publics et, plus largement, sur une réduction de l'usage de la voiture individuelle. C'était « Voiture électrique, comment optimiser au maximum le coût de recharge », un texte d'Adrien paru le 20 octobre 2025 dans technosciences.net. Né pour groover, un texte de la rédaction paru le 1er février 2024 dans Québec Science. Les bébés ont le rythme dans la peau, et c'est la science qui le dit. On aime bien écouter de la musique et même danser quand on entend une bonne chanson. Un bon rythme, une mélodie qui rentre dans la tête et rapidement on se retrouve à taper du pied ou dodeliner de la tête. Cette capacité à apprécier la musique, qu'on appelle musicalité, n'est pas que le fruit d'un apprentissage en grandissant. On l'aurait déjà tous en nous dès la naissance. En 2009, un groupe de recherche à Amsterdam a réalisé une étude sur des nouveau-nés. Ils leur ont fait écouter des rythmes de tambour et ont enregistré leur activité cérébrale. Bien que le rythme était généralement régulier, quelques temps étaient délibérément omis. Les chercheurs ont observé alors un pic d'activité cérébrale à chaque temps manquant, comme si les bébés étaient surpris.
Ils sont donc capables de discerner un rythme régulier. La musicalité serait donc innée chez les humains? Pour confirmer cela, une autre étude de plus grande ampleur a été réalisée en 2018. Cette fois-ci, l'activité cérébrale a été mesurée chez des nouveau-nés, des adultes, musiciens et non-musiciens, et chez des macaques, toujours avec un même rythme régulier et des temps manquants. On retrouvait le même pic d'activité à chaque trou rythmique chez tout le monde, sauf chez les macaques. Cela confirme les résultats précédents. Notre capacité à discerner le rythme est un mécanisme inné et non un mécanisme appris. De plus, comme les primates non humains n'en sont pas capables, la perception du rythme est probablement apparue au cours de l'évolution dans la branche menant aux hominidés. La musique n'est donc pas qu'un simple phénomène de mode ou culturel, elle fait partie de toi. Pas si étonnant de voir autant de monde dans les karaokés. C'était Né pour groover, un texte de la rédaction paru le 1er février 2024 dans Québec Science. Cacher ses revenus dans une pension alimentaire et demander « pas une bonne idée ». Un texte de Stéphanie Marin, paru le 24 juillet 2026 dans Le Devoir. Les parents séparés doivent s'informer mutuellement de leurs nouveaux emplois et augmentations de salaire afin que la pension alimentaire pour les enfants soit rajustée, rappelle une juge en sermonnant un père qui a manqué à cette obligation. Elle condamne ainsi l'homme à rembourser à son ex-conjointe les frais supplémentaires qu'elle a engagés afin de connaître sa situation financière. Les jeux de cache-cache inutiles devraient cesser, puisque la situation finit toujours par rattraper le parent concerné, écrit dans sa décision la juge Claude Dallaire de la Cour supérieure. Le couple, qui a une fillette de 8 ans, est séparé depuis 2020. En gros, l'enfant habite chez sa mère et voit son père le week-end. Il est convenu que le père paie à son ex-conjointe une pension alimentaire pour leur fille. L'argent est perçu directement auprès de l'employeur du père par le percepteur des pensions alimentaires. À l'été 2025, l'homme perd son emploi. Il est engagé par une autre entreprise 1 mois plus tard. Il n'informe toutefois pas son ex-conjointe de son congédiement ni de son embauche subséquente. Celle-ci l'apprend sur les réseaux sociaux, mais ne sait pas où il travaille désormais. La pension n'étant pas perçue, elle envoie des lettres et tente diverses démarches auprès de son ex-conjoint pour savoir où il est employé. Celui-ci l'envoie promener et utilise un langage ordurier, constate la juge. Toujours dans le noir quelques jours avant l'audition prévue devant le tribunal, l'avocate de la mère envoie des citations à comparaître à l'ancien et au nouvel employeur du père, car elle ne connaît pas ses revenus, ce qui l'empêche de formuler une demande de pension alimentaire. Le vendredi précédant l'audition, l'avocate de la mère obtient une série d'informations qui font en sorte qu'elle doit refaire toutes les simulations de pension qu'elle avait préparées. Des documents sur ses revenus sont remis le matin de l'audition en cours. Défaut de collaboration. Le juge a condamné le père à verser une pension pour les besoins de l'enfant et à payer tous les arrérages pour les mois où il n'a rien payé. Et parce qu'il a failli à son obligation de tenir la mère informée de ses revenus, monsieur coche toutes les cases du défaut de collaboration. La magistrate lui impose en plus de rembourser les frais engagés par la mère pour l'envoi en urgence par huissier des citations à comparaître et pour le travail supplémentaire que l'avocate de celle-ci a dû effectuer, soit une somme de 1 500 $.
Il faut que cesse la tendance selon laquelle un parent qui subit une perte d'emploi ou une diminution de salaire s'empresse d'en informer l'autre et qu'en l'absence d'entente, il se dépêche de venir devant la cour pour faire ajuster la pension, alors que lorsqu'il trouve un nouvel emploi ou qu'il se voit gratifié d'une augmentation de salaire, il se cache le plus longtemps possible pour éviter la juste révision de la pension pour son enfant. Lit-on dans le jugement. Le parent qui a gagné quelques mois sans faire prélever sa pension n'apprécie généralement pas de devoir prendre les bouchées doubles, comme c'est ce qui est arrivé à monsieur, après avoir laissé dormir le dossier jusqu'à ce que madame court après lui et finisse par savoir où il travaillait, poursuit la magistrate. Il relève donc de la responsabilité du parent qui doit payer la pension de communiquer aussi vite que possible les nouvelles informations au percepteur des pensions alimentaires pour que les prélèvements se poursuivent, afin que l'enfant à qui va cette pension, quoi qu'en pensent ceux qui la payent, n'attende pas pendant des mois. Ici, le père n'a rien fait pour collaborer raisonnablement avec la partie adverse, comme il désigne la mère de son enfant. S'il est frustré de devoir maintenant payer la pension, les arrérages et les frais supplémentaires encourus, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, tranche la juge Dallaire. C'était cacher ses revenus quand une pension alimentaire est demandée? Pas une bonne idée. Un texte de Stéphanie Marin paru le 24 juillet 2026 dans Le Devoir. La course à obstacles d'Emmanuel Gutiérrez, un texte de Jean-François Théotineau paru le 20 juillet 2026 dans La Presse. Rodri avait le trophée de la Coupe du monde dans les mains. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter devant les médias en zone mixte, jusqu'à ce qu'il tombe sur Emmanuel Gutiérrez. Pour Manu, il fallait s'arrêter. « Je ne savais même pas qu'il avait la Coupe du monde dans les mains », me dira Gutiérrez tout juste après son interaction de quelques secondes avec le champion du monde. Emmanuel Gutiérrez est un jeune journaliste vénézuélien. Il a 30 ans et il est atteint de spasticité liée à une paralysie cérébrale. Juste sa présence au mondial est un exploit en soi. C'est de son fauteuil roulant qu'il a couvert le tournoi, toujours vaillamment aidé par son père, Jesus. C'est notamment lui qui filme ses entrevues, entre autres tâches connexes. Gutiérrez a fondé son propre média en 2023, MVP Deportes. « Je n'avais aucune opportunité dans les médias traditionnels, explique-t-il. Je me suis dit que je devais faire mes propres trucs. » J'étais tombé sur une vidéo virale de Gutiérrez sur Instagram dernièrement. On le voyait tenter d'accrocher des joueurs de l'Angleterre en zone mixte après un match. Quelques-uns, comme Jude Bellingham, se sont arrêtés pour répondre à ses questions. Il a aussi eu plusieurs interactions avec les joueurs de l'Argentine qu'il a couvertes dans les derniers jours. De quoi émouvoir le plus rocailleux des cœurs. Quelle ne fut pas ma surprise, après avoir vu sa vidéo avec Bellingham, de l'apercevoir ensuite en personne à Atlanta, à la couverture d'un entraînement de l'Argentine. Je n'avais pas eu l'occasion de lui adresser la parole à ce moment. Mais le voilà avec Rodri à la toute fin d'une soirée de fou après la fin du mondial. Il y a l'heure de tomber qui s'en vient, mais peu importe, je dois en savoir plus sur Emmanuel Gutiérrez. Originaire du Venezuela, Manu réside en Alabama depuis 2016. Si son accréditation pour la Coupe du monde a été un rêve devenu réalité, son expérience a dépassé toutes ses attentes. Citation, « Les joueurs ont été très gentils avec nous », raconte le journaliste. « Les gens se sont connectés avec notre histoire. Je suis très reconnaissant. » Fin de citation. La couverture d'une Coupe du monde est éreintante pour tout le monde. On ne s'imagine même pas les défis qu'a dû surmonter Emmanuel Gutiérrez. Citation, « Il y a un défi physique, confirme-t-il. Parce qu'après un certain nombre d'heures, comme 7 ou 8 heures, mon dos commence à faire mal. Mes genoux aussi. » Fin de citation. Mais pas que. Citation, « Il y a aussi un défi économique. Je n'ai pas de commanditaire.
Aucune marque ne me soutient. C'est du pur effort de la part de ma famille et de notre part. » Fin de citation. C'est là qu'Emmanuel m'apprend que l'homme qui l'aide, c'est son père. Lui-même est totalement fier de son fils. Citation. « Je l'aide, mais celui qui m'a amené ici, c'est lui. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je serais à la Coupe du Monde. » Fin de citation. S'émerveille Jesus Gutiérrez. Bien sûr, le parcours jusqu'ici a été une course à obstacles, raconte le paternel. Citation. « Mais tout dans la vie est difficile. Celui qui dit que la vie est facile te ment. Nous, ce que nous voulons refléter, c'est que s'il peut le faire, il y a des gens qui ont toutes leurs capacités et qui se frustrent pour des situations minimes. » Fin de citation. Le slogan du média fondé par Emmanuel Gutiérrez est « Le contenu le plus précieux, Most Valuable Content ». Citation. « Mais il est encore plus précieux lorsqu'il est fait par quelqu'un qui surmonte les obstacles, dit Jesus. Pas seulement en fauteuil roulant. Il y a des obstacles mentaux qui sont plus puissants et qui peuvent être brisés. » Fin de citation. Le compte Instagram de Manu Gutiérrez se rapproche des 700 000 abonnés. Avec les autres plateformes, le plateau du million sera bientôt atteint. Mais au-delà de cette réussite et de ses entrevues avec les plus grands du foot mondial, il retiendra ceci, citation, « L'amour des gens est de la part des autres collègues des médias. Tous les journalistes viennent me voir et me transmettent leurs meilleurs vœux pour ma carrière. C'est vraiment sympa. » Fin de citation. Cette entrevue avec Emmanuel Gutiérrez a été ma dernière de toute la Coupe du Monde. Il n'y avait peut-être pas meilleure façon de conclure cette expérience aussi sportive qu'humaine. C'était La course à obstacles d'Emmanuel Gutiérrez, un texte de Jean-François Théoutineau paru le 20 juillet 2026 dans La Presse. Deux collèges privés forcés de suspendre leurs activités. Un texte de Chania Sédion et Lisa-Marie Gervais, paru le 13 juillet 2026 dans Le Devoir. Deux collèges privés subventionnés, l'un à Montréal et l'autre en Estrie, se sont vus refuser leur demande de renouvellement de permis par le ministère de l'Éducation. Ce dernier promet des mesures facilitatrices pour les quelques 900 élèves touchés par cette décision qui bouleverse le parcours éducatif et les démarches en immigration de plusieurs d'entre eux. Dans une communication envoyée aux étudiants vendredi le 10 juillet 2026, le Collège supérieur de Montréal et le Collège supérieur de Sherbrooke, qui partagent la même administration, ont annoncé leur fermeture temporaire jusqu'à nouvel ordre. Dans ce message, les deux collèges se disent, sans décrire les motifs du ministère, en profond désaccord avec cette décision. Ils entendent contester le choix du Québec qui touche 878 étudiants, presque tous internationaux, dont 296 à Sherbrooke et 528 à Montréal. Leur parcours scolaire, leur avenir et pour plusieurs leurs projets de vie au Québec sont directement menacés par cette décision, déclare Noureddine Hadjibi, directeur général des deux collèges. Il souligne que la plupart des étudiants touchés n'en avaient que pour quelques jours ou quelques semaines avant l'obtention de leur diplôme. Ces établissements offrent des formations courtes menant vers un emploi, notamment en secrétariat et en informatique. Joint par Le Devoir, le ministère de l'Éducation indique que sa priorité demeure d'assurer la protection et le bien-être des étudiants, la qualité des services éducatifs et la continuité de leur parcours. Un message transmis aux étudiants concernés les informe que des démarches ont été entreprises afin de leur permettre de terminer leur formation dans une école du réseau public, à Montréal ou en Estrie. Cette même lettre soutient que le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration mettra en place des mesures facilitatrices afin de réduire les incidences sur leur cheminement scolaire. Les étudiants seront tout de même tenus de présenter une nouvelle demande de sélection temporaire pour études. Frustration chez les étudiants.
Après avoir obtenu une attestation d'études collégiales au Collège supérieur de Montréal, Ayoub Maouni a réussi à terminer de justesse une attestation complémentaire en secrétariat au Collège supérieur de Sherbrooke avant la fermeture de l'établissement. Cela ne l'a pas empêché de dénoncer cette injustice et d'exprimer sa solidarité avec ses camarades de classe lors d'une manifestation qu'il a organisée devant le collège montréalais. Ils ont tout perdu. Il y a des étudiants qui ont des familles. Ils sont dans un état critique, explique-t-il au Devoir. Selon M. Maouni, le temps presse pour plusieurs étudiants étrangers maintenant à risque de perdre leur statut. Il y en a qui ont des permis d'études qui vont expirer dans 15 à 20 jours. Ils doivent absolument terminer leurs études, faute de quoi ils ne vont rien gagner. Ils vont perdre leur permis, leur sacrifice et leur diplôme. Et sans ça, pas de parcours d'immigration, pas d'avenir. Il tient pour unique responsable les dirigeants des 2 établissements qui n'ont donné aucun préavis au sujet de la fermeture. Il soutient que la direction devait savoir ce qui se tramait et n'aurait pas dû accepter de nouveaux étudiants. Ils ont été abandonnés au milieu de chemin. Le Devoir a confirmé avec la direction générale que les collèges étaient au courant de la décision du ministère depuis le 30 juin. Dans le néant. Étudiant en comptabilité au Collège supérieur de Sherbrooke, Bokar Baldé est encore sous le choc de la nouvelle qu'il a apprise vendredi soir. « Je suis dans le néant, je ne sais pas quoi faire », dit-il. Le jeune homme originaire du Sénégal est arrivé au Québec au printemps 2025 pour faire un diplôme d'études professionnelles qui lui aura coûté 14 000 $ au final. Son désarroi est d'autant plus grand qu'il ne lui restait qu'une semaine avant de terminer son stage et de le faire valider par son collège afin d'avoir accès au permis de travail post-diplôme et d'être embauché. J'étais sûr et certain que là où je suis, je pouvais avoir la possibilité de continuer à travailler. Mais avec cette décision, ça risque de me faire perdre cette chance, déplore-t-il. Selon lui, il revient à l'établissement de trouver une solution pour tous ces étudiants internationaux qui ont rempli leur part du contrat à l'égard du ministère de l'Éducation, de même qu'auprès des autorités provinciales et fédérales de l'immigration. On a tout fait, on a terminé nos études sans violer aucune loi. Alors s'il y a un problème, c'est à l'établissement de trouver une solution, dit-il. Cette décision ne doit pas mettre en péril notre avenir. Les 2 collèges ont fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. En avril, le Devoir a rencontré les élèves du Collège supérieur de Montréal ayant été interrogés par l'unité permanente anticorruption à titre de témoins dans une enquête concernant de faux rapports de stage. Selon des dizaines d'anciens élèves, la réputation du collège aurait freiné leur processus de demande de résidence permanente. C'étaient 2 collèges privés forcés de suspendre leurs activités, un texte de Chania Sédion et Lisa Marie Gervais, paru le 13 juillet 2026 dans Le Devoir.